Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information. En titre, l'atelier d'échange relatif à l'évaluation à mi-parcours du programme de gestion décentralisée des forêts GDFOR s'est ouvert ce jeudi. Durant 2 jours, les participants échangeront sur le point d'exécution des activités, des perspectives et des recommandations. Le professeur Bakary Kamia n'est plus. L'historien et écrivain a tiré sa révérence dimanche dernier à l'âge de 88 ans en Tunisie. Il a été accompagné mercredi en sa dernière demeure au cimetière de Nyarela. Cette disparition constitue une immense perte pour notre pays. Ouverture ce matin de l'atelier d'échange relatif à l'évaluation à mi-parcours du programme de gestion décentralisée des forêts. Cette rencontre de 2 jours s'articulera sur le renforcement des capacités et compétences des communes d'intervention, des organisations communautaires de base et du service des eaux et forêts. Reportage Marietou Diallo et Seydou Niari. Initiée par la Direction nationale des eaux et forêts, la GDFOR a pour objectif de contribuer de façon intégrée à la gestion décentralisée des ressources forestières dans le cadre du développement local et à l'augmentation des revenus des populations rurales défavorisées en vue d'assurer la durabilité de ces ressources dans un contexte de changement climatique. Le programme de gestion décentralisée des forêts est un programme qui résulte du partenariat entre la Suède et le Mali. Le programme est à sa deuxième phase, qui a commencé en 2015 et ça doit aller jusqu'en 2018. Et il était prévu dans l'accord de financement qu'à mi-parcours, l'ambassade de Suède va recruter un bureau. Donc c'est une évaluation externe. Donc l'ambassade va recruter un bureau qui va faire l'évaluation externe à mi-parcours. Et nous sommes là dans ce cadre-là. Mais l'ambassade a voulu que ce soit une évaluation participative. Il ne faudrait pas que seulement qu'on ait dans ces documents la vision des consultants uniquement. Donc il faut que tous les acteurs et tous les bénéficiaires soient associés. Donc nous sommes là dans ce cadre-là. C'est dans ça qu'on a prévu un atelier de 2 jours, le 15 et 16 à Bamako, qui regroupe les représentants des acteurs et des bénéficiaires pour pouvoir échanger sur les grandes préoccupations de l'évaluation afin que des recommandations pertinentes puissent être formées en vue de l'atteinte des résultats du programme. Échanger sur le point d'exécution des activités à tous les niveaux en termes de succès et d'insuffisance, les perspectives et proposer des recommandations pour améliorer la situation. Telles sont entre autres les raisons de l'organisation de cet atelier de 2 jours sur l'évaluation du programme de gestion décentralisée des forêts GDFOR 2. Disons, nous sommes à l'exécution de la deuxième phase. Le projet, il a eu un dispositif de planification, il a un dispositif d'exécution et donc naturellement de suivi de la mise en œuvre de ce dispositif d'exécution qui est composé d'acteurs aussi bien au niveau national, au niveau régional qu'au niveau local, qui de façon concertée assure le suivi des actions programmées de façon semestrielle. Parce que chaque semestre, le comité national de pilotage se réunit, et donc 2 fois là, pour voir la mise en œuvre des activités conformément au cadre logique du programme. Les populations ont toute l'attention et l'encouragement de l'État à travers le ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable et sa direction nationale des eaux et forêts et bien sûr l'équipe de l'unité de gestion du projet qui soit rassurée que notre objectif c'est vraiment de les aider à être autonomes, à se développer en harmonie avec leur environnement, spécifiquement les ressources forestières et fauniques, qui aujourd'hui, sachant qu'elle est en tout cas un des éléments de base du développement en milieu rural. Le projet qui dit forêt parle de ruralité. Le monde rural, il est d'environ 80% de notre population. Et donc, penser à assurer de meilleures conditions de vie à ce monde rural, à ces populations, et moi je crois que c'est un enjeu majeur
dont les populations doivent servir toute l'opportunité. Cet atelier durera 2 jours et réunit les acteurs à tous les niveaux. Ce programme à mi-parcours lutte contre la déforestation, la désertification, la dégradation des sols et la perte de la biodiversité. 2 ans après le démarrage de ce programme, une analyse critique permettra de consolider les acquis et poussera les acteurs à s'interroger sur leur niveau d'engagement. La réussite de sa première phase a motivé le financement de la deuxième par le Royaume Suède. Comme de tradition, dans le cadre du Maouloud, la fille du guide, Kadiatou Aïdara, a rendu une visite de courtoisie aux pèlerins du pays d'Ogon. Objectif, leur prodiguer des conseils afin de leur permettre de passer un bon séjour. Reportage Tata Touré et Foussine Kita. Depuis 2011, chaque année à l'occasion du Maouloud, la fille du guide Kadiatou Aïdara effectue une visite chez les pèlerins, plus précisément ceux venant du pays d'Ogon. Lors de sa visite, ses propos étaient basés sur l'éducation et la cohésion sociale et elle les a conseillés à rester sur la bonne pratique de l'islam authentique. Sur cette voie que notre cheikh Saïd Assir Oussama Haïdara nous a mise, à savoir respecter toute la descendance du prophète. Et ce n'est pas une première. Et à chaque Maouloud, que la Sayyidat Banen Khadija Haïdara nous rend visite. Et c'est là pour montrer que nous sommes les mêmes. Il est ici d'une ligne très importante, mais malgré cela, il nous rend visite. Alors que c'est nous qui devrons le faire. Mais elle prend tout son temps en nous amenant à manger et nous rendre visite, nous faire des bénédictions. Et à notre tour également, nous lui faisons également à elle, à notre cheikh et à toute sa famille les bénédictions. Dieu le Tout-Puissant puisse nous montrer plusieurs années afin que cette religion puisse rayonner de plus par la grâce du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. À chaque visite, nous retenons que le bonheur. Il n'y a que le bonheur. À chaque visite, des témoignages sont là. Ceux qui viennent pour demander des bénédictions, des femmes, des hommes qui nous disent que voilà, après sa visite, notre vie a été exaucée. Nous avons beaucoup de ces témoignages. Comme nous ne pouvons pas les montrer, mais nous avons beaucoup de témoignages qui disent qu'après sa visite, nos vies ont été exaucées. Et c'est là grâce à ces bénédictions. Ce fut un grand plaisir d'accueillir ces chers pèlerins de la région de Bankas. Nous sommes très très émus de cette visite-là. Nous les remercions du fond du cœur d'avoir accompli ce déplacement et de venir s'associer à nous pour célébrer l'anniversaire, le Maouloud de notre très cher prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est le même message que j'aimerais passer, qui a toujours été le combat de notre cher père, Asset Chérif Ousmane Madan Haïdara, qui est devenu aujourd'hui très primordial. Ce message concerne le comportement des uns et des autres dans la société, car les maux de nos sociétés, la plupart est basée sur le comportement. De ce fait, nous les encourageons toujours et davantage à continuer sur ce droit chemin et à mettre leur famille sur ce chemin. Parce que éduquer une famille, surtout une femme, c'est comme éduquer toute une nation. Les pèlerins se sont réjouis de sa visite et ont profité de l'occasion pour faire des échanges de bénédictions. Toujours dans le cadre de la célébration du Maouloud 2016, nous vous proposons quelques réactions lors de la cérémonie de prêche animée par le guide spirituel des Ansar. Chaque année, moi je suis là comme représentant de la délégation Ansardine France. À chaque fois qu'on arrive pour les festivités du Maouloud 2016, on constate qu'il y a des changements au niveau des participations, au niveau des participants, au niveau du décor, au niveau des idées pour avancer la religion musulmane. Donc franchement, je suis très très content. Et puis j'ai pris le Tout-Puissant que
à chaque année, ça soit plus amélioré que l'année précédente, que Allah nous aide et nous aide sur le droit chemin. Je lance un appel à tous les pèlerins du Maouloud 2016 à être attentifs et puis c'est-à-dire tout le monde n'a qu'à être le policier de lui-même et de son voisin. C'est-à-dire on est tous là pour que les festivités du Maouloud 2016 puissent se passer dans les bonnes conditions. Donc si tu vois un truc qui attire, qui est un peu gênant, donc il faut faire signe aux forces de sécurité et puis ils vont faire le nécessaire pour pouvoir garantir la sécurité de tous les pèlerins. Donc je lance un appel à tout un chacun, que ce soit femme, homme, enfant ou personne âgée, d'être attentif pour qu'on puisse bien passer les festivités du Maouloud 2016 avec le guide spirituel Chérif Ousmane Madan Haïdara. Bon, des sentiments de joie, bon, pour avoir eu la chance de participer à cette grande fête, pour magnifier l'islam à travers la naissance du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. La porte était ouverte pour nous les Ansardines. On est des membres plus de 500 et quelques personnes aujourd'hui là où nous sommes. Vraiment, nous travaillons correctement avec l'autorité congolaise. Nous travaillons avec tous les musulmans du Congo. Uniquement, en tout cas, si on appelle l'islam au Congo aujourd'hui, on parle de Ansardine. Donc nous sommes contents. Et l'organisation que nous avons trouvée aussi cette année, on est content vraiment. Parce que quand des choses s'agrandissent, il faut aussi grandir l'organisation, il faut aussi grandir l'efficacité et pour que tout le monde marche un peu, vienne un peu retourner en paix. À présent, l'actualité hors de nos frontières, en bref et en images, une compilation signée Amadou Diarra. L'intervention des forces de sécurité gambiennes devant la commission électorale indépendante lors de la visite d'une délégation de chefs d'État d'Afrique de l'Ouest qui n'est toujours pas parvenue à convaincre le président gambien a été jugée inacceptable par l'ONU. Le personnel de la commission s'est vu interdire l'accès aux locaux sans explication par des membres de la police anti-émeute selon son président. Cela a coïncidé au jour où le parti du président a déposé un recours auprès de la Cour suprême pour contester les résultats de l'élection. Il n'existe en Gambie aucun mécanisme légal légitime pour statuer sur le recours électoral du président sortant, faute de juge pour siéger à la Cour suprême depuis mai 2015, a estimé l'ordre des avocats. De plus, désigner de nouveaux juges à la Cour suprême pour statuer sur ce recours entraînerait inévitablement des délais supplémentaires, à en croire l'opposition qui rejette toute action menée par le président sortant. Après avoir annoncé la veille son retrait du dialogue avec la majorité présidentielle, le bloc réuni autour du mouvement pour la libération du Congo a finalement rejoint la table des négociations mercredi dernier. Les partisans de l'ex-vice-président de la RDC s'insurgeaient contre le faible quota attribué à leur plateforme qui n'a droit qu'à 2 délégués alors que les autres composantes politiques en comptent 5 chacune. Les responsables de cette coalition dénoncent par ailleurs, je cite, le comportement hégémonique du Rassemblement, principale coalition de l'opposition dirigée par l'opposant historique Étienne Tshisekedi. La secrétaire générale du mouvement a d'ailleurs estimé que les conditions dans lesquelles se tienne ce dialogue ne mèneront qu'à une violation de la Constitution. À l'appel de l'Église catholique congolaise, ce dialogue dit de la dernière chance est destiné à éviter le chaos au 19 décembre prochain, date de la fin du mandat du président Joseph Kabila. Les Rwandais éliront leur prochain président le 4 août 2017. La date de l'élection ainsi que le calendrier électoral ont été dévoilés par le gouvernement il y a quelques jours. Les candidats ont jusqu'à mi-juin pour déposer leur candidature avant que la campagne ne débute le 14 juillet. Ce sera la 3e élection multipartiste pour le pays depuis la fin du génocide en 1994. Plus de 6 millions d'électeurs sont attendus aux urnes pour ces prochaines élections dont le coût est estimé par le gouvernement à plus de 6 millions de dollars. Le président sortant Paul Kagame, élu en 2003 et 2010 avec plus de 90% des voix, ne s'est pas encore prononcé sur sa candidature. Mais l'an dernier, la Constitution a été modifiée après un référendum, ce qui lui permet de briguer un 3e mandat.
Les multiples avertissements de l'ONU sur les conséquences de la crise au Soudan du Sud semblent avoir été entendus par Juba. Devant le Parlement sud-soudanais, le président Salva Kiir a lancé un appel au dialogue ouvert à tous, même aux opposants en exil et qui, pense-t-il, pourrait contribuer à rétablir la paix après 3 ans de guerre civile. Pour montrer sa bonne foi, le président Kiir a appelé les Sud-Soudanais à l'arrêt de toute propagande contre la communauté internationale tout en implorant leur pardon pour le mal. Cet appel de Salva Kiir intervient à la veille du 4e anniversaire du début de la guerre civile provoquée par des antagonistes politico-ethniques entre le président Kiir et son ancien vice-président Riek Machar. Les obsèques de Bakary Kamia ont eu lieu mercredi sur le terrain de foot de Korofina. Ce grand historien malien a été rappelé à Dieu le dimanche 11 décembre dernier en Tunisie des suites d'une maladie. Il a été accompagné à sa dernière demeure par une foule impressionnante. Le professeur d'histoire et l'agrégé de géographie de Paris-Sorbonne, Bakary Kamia, a tiré sa révérence dimanche 11 décembre 2016 des suites d'une maladie en Tunisie. Le doyen et très respecté chef commis d'État restera toujours présent parmi nous, aussi bien dans nos mémoires individuelles et collectives que dans les bibliothèques partout dans le monde. C'était en présence du Premier ministre, chef du gouvernement Modibo Keïta, de l'ancien président de la République par intérim, le professeur Dioncounda Traoré, des chefs des institutions de la République et les représentants du corps diplomatique, les parents, amis, collaborateurs du défunt et d'une foule nombreuse. La nouvelle de la disparition du professeur Bakary Kamia a provoqué une véritable onde de choc dans la communauté des historiens maliens et celle des historiens africains et je dirais des historiens de l'Afrique, au nom desquels j'ai le redoutable honneur de témoigner et de rendre l'hommage que nous devons à notre cher maître. À ces instants solennels où nous tous, ensemble, rendons un dernier hommage à ce géant à terre, remémorons-nous cette pensée bien africaine. La mort engloutit l'homme. Elle n'engloutit ni son nom, ni sa réputation. Homme de savoir et du savoir-faire, il rappelait toujours et pertinemment les dures épreuves de l'occupation coloniale et les combats menés par les Noirs. À titre d'illustration, le prof Kamia rappelait les péripéties du combat acharné de Samori Touré qui, disait-il, a fatigué les Blancs. Non, je crois que le Mali a perdu un grand homme qui, pour nous autres, a marqué notre jeunesse. Parce que nous étions fiers d'avoir le professeur Bakary Kamia comme professeur. Nous étions fiers de savoir que c'était le premier agrégé en histoire et géographie de notre pays. Et je crois que très sincèrement, la nation lui a rendu hommage et la nation devait lui rendre hommage. C'est un très grand homme que nous perdons. Je souhaite seulement que son héritage soit sauvegardé, que sa mémoire soit sauvegardée et que les leçons de vie qu'il nous a laissées, que ces leçons puissent nous servir, non seulement à nous, mais aussi à toutes les générations futures. C'est un intellectuel complet, brillant, brillantissime, ayant donné à l'Afrique tout l'honneur de son histoire. L'Afrique dans les guerres mondiales, l'Afrique, sa part dans l'histoire du monde. Un peu, parce que vous savez qu'il a collaboré avec Senghor. Donc il a porté ce que Senghor a souhaité. La part de la civilisation nègre pour être dans la civilisation de l'universel. Alors donc, qu'est-ce que nous étions, qu'est-ce que nous avons fait, qu'est-ce que l'histoire sans nous? Voilà, alors donc espérons que cela soit compris, que nous, générations, puissent prendre cela en compte pour que rayonne, illumine le soleil, le ciel, toujours l'étoile de Bakary Kamia. Et paix à l'âme, courage à la famille, fierté pour le Mali. La présence des plus hautes autorités du pays à ces funérailles témoigne de toute l'estime et la considération à l'endroit de l'illustre disparu. Le chef de l'État retient beaucoup de l'homme. Je crois que de l'homme, tout a été dit, bien dit.
Permettez que je retienne, en ce qui me concerne, le professeur émérite, le père, l'oncle bienveillant, le patriote soucieux de son pays, jusqu'à la moelle, le grand intellectuel universitaire brillant, l'honneur et la fierté du Mali dans un domaine pas facile, la géographie, mais pas seulement l'histoire. On l'a dit, son rôle dans la réhabilitation de l'histoire africaine est un signe. Je crois que quand un homme de bien de cette dimension s'en va, ce n'est pas seulement la famille, ce n'est pas seulement le pays, ce n'est pas seulement l'Afrique même, c'est l'humanité qui perd un de ses repères les plus importants. Le professeur Kamien a été tout cela. Et je voudrais simplement faire une économie de mots. Tant les oraisons ont été de belles factures, singulièrement l'oraison de prononcer en notre nom, à nos noms, lieu et place par le grand chancelier, dire simplement notre souhait, le vœu ardent que nous formons, qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait bien accueilli le professeur Kamien parmi les bienheureux. Sa vie, son parcours, son engagement humain, sa foi religieuse, tout le on prédispose à cela, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui ouvre les portes de son saint paradis. Rappelons que le professeur Bakary Kamien avait été élevé en septembre dernier par le chef de l'État à la dignité de grand officier de l'Ordre national du Mali, la plus haute distinction du pays. Dors en paix, professeur émérite. Que son âme repose en paix. Voilà, c'est ce qui met fin à cette édition. Merci de votre fidélité. Excellente suite de programme.